Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 3 de la série des jeux développés sur Unity 3D. Courte intro avant de commencer, j'ai eu pas mal de retours partagés, voire négatifs parfois, à l'épisode 2 sous prétexte que je parlais trop de mon avis personnel et pas assez des aspects techniques des différents jeux. En fait, c'était le but de la série et j'avais bien expliqué à l'épisode 1 que ces vidéos étaient non construites et me permettaient de donner mon avis sur différents jeux développés sous Unity au risque de me perdre un petit peu dans mes explications. On peut pas mettre tout le monde d'accord, mais je suis toujours ouvert au changement, et plus particulièrement à l'amélioration, donc l'épisode d'aujourd'hui va être un peu différent des deux précédents. Je vais continuer à donner mon avis et quelques anecdotes sur les jeux, mais la vidéo est beaucoup plus construite, étant donné qu'elle est scriptée, et de plus, je vais essayer de parler plus de l'aspect technique des différents jeux. Bref, pensez à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire si on revient sur l'ancienne structure des épisodes ou si on garde cette version un petit peu revisitée. Commençons tout de suite avec le premier jeu qui n'est autre que The Long Dark. Pour le synopsis, ce jeu vidéo de survie à la première personne a été développé et publié par Interland Studio. Le joueur prend le rôle d'un pilote d'avion qui se crache dans le Grand Nord canadien suite à un événement étrange. Le but principal du joueur est de survivre, non pas à des aspects vraiment classiques des jeux de survie, mais surtout face au grand froid canadien ainsi qu'à sa faune. Concernant le développement, le jeu n'a rien à envier aux autres jeux de survie avec son design très particulier et son concept principal, le froid. Avant même de penser à se rassasier, à se désaltérer, à se reposer, le joueur doit avant tout se protéger du froid et cela de différentes manières. Il existe deux modes de jeu, un mode histoire et un mode qui est plus axé sur la survie. The Long Dark possède 3 difficultés dans son mode histoire pour s'adapter aux envies des joueurs. Je m'explique. L'histoire de The Long Dark est très narrative, elle est basée sur l'histoire du joueur. Mais il y a aussi un aspect survie, et mêler histoire et survie, ça n'attire pas toujours tous les joueurs. Un mode de difficulté propose donc un aspect survie minime avec une grande partie de narration vraiment basée sur l'histoire. Alors qu'un autre mode de jeu, lui, vous propose une narration minime, mais une difficulté extrême au niveau de la survie. Bien évidemment, vous retrouverez une troisième difficulté qui est simplement un entre-deux avec 50% narration et 50% survie. Bref, le jeu s'adapte un petit peu à tous les types de joueurs. The Long Dark ne se cache pas d'être développé sous Unity vu qu'on voit dès le lancement du jeu le logo d'Unity apparaître. Quelques anecdotes sur The Long Dark, le jeu s'est vu recevoir des fonds du CMF, en français Fonds des médias du Canada, et une campagne de financement participatif a été organisée sur Kickstarter en octobre 2013, dont l'objectif de 200 000 $ canadiens a été atteint et même dépassé vu que c'est au total 256 217 $ canadiens qui ont été levés par 6 966 contributeurs. Le directeur créatif de The Long Dark, un Canadien du nom de Raphaël Van Lierop, n'en est pas à son premier projet, vu qu'il avait précédemment travaillé sur Warhammer 40 000 Space Marine. L'idée de The Long Dark lui est venue après qu'il ait quitté Vancouver pour Vancouver Island. Inspiré par les alentours de son chez lui, il a créé Interland, donc le studio, et il a commencé à travailler sur The Long Dark. Concernant mon avis, cette section n'a pas vocation à donner une note, je ne considère pas être en mesure de le faire. J'ai découvert The Long Dark très récemment et pour moi c'est assez mitigé. Je ne suis pas très fan de certains systèmes et je trouve que le jeu est peut-être un petit peu trop lent. Selon moi c'est ce qui a été recherché par les développeurs, donc à ce niveau-là je n'ai rien à dire, mais personnellement j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. En tout cas le jeu a eu de très bonnes notes et c'est largement mérité. Pour ceux qui n'y ont jamais joué, vous passez à côté de quelque chose. Passons maintenant au deuxième jeu de cet épisode qui est Unturned. Unturned est un jeu de survie en multijoueur et en free-to-play disponible sur Steam. Le synopsis du jeu n'est pas très clair et rien n'a été confirmé en fait par le développeur, cependant on retrouve toutes les caractéristiques d'un jeu de survie classique contre des zombies. Le jeu est constitué de plusieurs modes, un mode survie où les joueurs doivent trouver de l'équipement pour survivre aux zombies et aux autres joueurs, un mode roleplay, un mode battle royale, créatif, paintball, bref, il existe différents types de gameplay et quasi tous les joueurs devraient y trouver leur bonheur. Concernant le développement, eh bien le jeu a été développé par Nelson Sexton, un Canadien résidant à Calgary. Avant d'être disponible sur Steam, Unturned portait le nom Unturned 1.0 et il était jouable sur navigateur internet. Petit clin d'œil d'ailleurs à ceux qui ont connu les builds sur le web player d'Unity. Cette version sur navigateur n'est malheureusement plus disponible aujourd'hui étant donné qu'elle a laissé sa place à la version standalone sur Steam. Après cet épisode de disponibilité sur navigateur, Nelson a envoyé son jeu sur le Steam Greenlight avec pour nom Unturned 2.0. Steam Greenlight est l'ancienne plateforme d'inscription de jeux Steam et elle a été remplacée par Steam Direct en 2017. Le jeu a été validé par la communauté via le Greenlight
Le 28 mai 2014, soit il y a quasiment 4 ans au moment de cette vidéo, Unturned utilise l'API Steam afin de proposer plus de liberté aux joueurs comme des cartes personnalisées, des cosmétiques, des mods, etc. Pour finir, Unturned est sorti de l'Early Access en juillet 2017. Quelques anecdotes sur le développement de Unturned. Nelson a commencé sa carrière de développeur sur le site Roblox, où il a créé 2 des jeux les plus populaires, Battlefield, rien à voir avec celui que vous connaissez, et Dead Zone. Ce dernier était un jeu de survie face à des zombies, et en fait le jeu était assez semblable à Unturned. Mais malheureusement, aucun de ces 2 jeux n'est encore disponible aujourd'hui. Autre anecdote qui va en inspirer plus d'un, Nelson n'avait que 16 ans lors de la sortie de la première version d'Unturned. Comme quoi, pour développer, il n'y a pas d'âge. Concernant mon avis, eh bien je n'en ai pas vraiment pour Unturned, ou plutôt je ne suis pas vraiment en position de donner des arguments convaincants, car je n'y ai personnellement jamais joué. Unturned fait partie de ces jeux que j'ai adoré regarder sur YouTube, mais qui ne m'ont jamais vraiment attiré en tant que joueur, mais uniquement en tant que spectateur. En tout cas, les différents gameplays que j'ai pu observer par le passé étaient très sympas, et je trouve que c'est dommage que le jeu ne fasse plus parler de lui aujourd'hui, ou du moins pas beaucoup. Troisième jeu de cette vidéo, un jeu à côté duquel vous n'avez pas pu passer, Pokémon Go. Sauf si vous avez dormi ces 2 dernières années, vous en avez entendu parler au moins une fois. Le jeu a été pas mal proposé dans les 2 derniers épisodes, donc le voilà pour votre plus grand plaisir. Concernant le synopsis, je ne vais pas expliquer l'histoire de Pokémon, je pense pas que ce soit nécessaire. Pokémon Go est un jeu en réalité augmentée, où le joueur se déplace sur la carte du monde, en se déplaçant lui-même dans le monde réel. Le joueur doit donc se déplacer avec l'application allumée afin de rencontrer et capturer des Pokémon dans le monde réel. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le développement et les anecdotes. Après avoir lancé sur smartphone l'application Pokémon TCG Online, dit Pokémon Company et Nintendo lance conjointement avec Niantic un jeu en réalité augmentée appelé Ingress, dont le concept s'approche en fait de Pokémon Go. Tsunekazu Ishihara, travaillant pour dit Pokémon Company, a beaucoup apprécié Ingress et veut alors transporter le même concept à l'univers de Pokémon. Et vous connaissez la suite, le projet Pokémon Go est né. Le jeu est dévoilé au public le 10 septembre 2015, mais ne verra le jour qu'en mars 2016, pour les heureux possesseurs de la version bêta. Pour le grand public, il faudra attendre juillet 2016 pour jouer à Pokémon Go quasiment partout dans le monde. Quelques anecdotes maintenant, à la base le jeu est aussi inspiré d'un événement un petit peu particulier. Le 1er avril 2014, Google s'est associé avec The Pokémon Company, donc la compagnie responsable de la création de Pokémon. Google et cette compagnie s'associent pour réaliser un poisson d'avril lors duquel des internautes pouvaient capturer des Pokémon dans le service de cartographie Google Maps. Donc on pouvait capturer des Pokémon sur Google Maps. Le jeu est d'un engouement sans précédent, mais cela reste éphémère dans le contexte du 1er avril. Mais c'est cet événement qui a notamment inspiré Pokémon Go. Le 10 août 2016, le livre Guinness des records annonce que le jeu a battu pas moins de 5 records du monde. Celui du nombre de téléchargements en un mois pour un jeu sur mobile avec 130 millions de téléchargements, celui du revenu généré en un mois par un jeu sur mobile avec 206,5 millions de dollars de revenus, aussi celui du jeu sur mobile étant le plus téléchargé simultanément dans 70 pays, celui du jeu sur mobile ayant généré le plus de revenus simultanément dans 55 pays, oui c'est très précis, et pour terminer, celui du jeu sur mobile ayant atteint le plus rapidement les 100 millions de dollars de revenus, lesquels ont été générés en seulement 20 jours. A l'occasion du premier anniversaire du jeu, le premier festival Pokémon Go est organisé au Grand Park de Chicago en juillet 2017. Ce festival tourne en fait au fiasco, étant donné le nombre important de présents à l'événement, pas moins de 18 000, ce qui a amené les serveurs de Niantic à la surcharge, puis à l'inaccessibilité à l'application Pokémon Go. Donc, un festival Pokémon Go sans Pokémon Go. Concernant mon avis, Pokémon Go a été une grosse surprise pour moi et pour beaucoup de personnes à travers le monde. J'ai pu lire un nombre incroyable de témoignages racontant de très belles anecdotes. Beaucoup de personnes se sont fait des amis, d'autres ont repris le goût de sortir de chez eux, certains ont combattu le surpoids ou même l'obésité grâce à tous les kilomètres parcourus avec l'application. Bref, on a beau dire ce qu'on veut, cette appli a amené énormément de positivité à travers le monde. Je trouvais, et j'insiste sur le trouver, car en réalité je n'y ai pas joué plus de 2 mois, les 2 mois étant les 2 qui ont suivi la sortie, je trouvais que le concept était sympa, et j'ai passé quelques journées et soirées à me balader en ville avec des amis pour attraper des Pokémon. Dit comme ça avec du recul c'est très bizarre, mais l'expérience était vraiment sympa. On a rencontré des gens très cool, mais le jeu devient rapidement répétitif et je m'en suis lassé très vite comme beaucoup de monde. Il faut aussi préciser que le jeu est sorti en juillet, soit au début des vacances d'été, donc forcément beaucoup d'étudiants notamment ont pu profiter de la période de vacances pour aller chasser des Pokémon, mais après quelques semaines la hype est quand même rapidement retombée.
Pour finir cette vidéo, on passe au 4e jeu, My Summer Car. J'ai reçu pas mal de propositions sur ce jeu. En fait, je ne savais même pas que le jeu était si connu en France, je dois dire que je regarde quasiment aucun vidéomaker francophone, donc j'ai dû passer à côté de la hype quand elle a frappé à la porte de notre beau pays. Bref, synopsis. My Summer Car est un jeu de survie en open world développé par le finlandais Johannes Rojola. Le jeu a été mis en ligne sur Steam en Early Access le 24 octobre 2016. My Summer Car se déroule dans un environnement rural finlandais de la deuxième moitié des années 90. Le joueur incarne un Finlandais de 19 ans, seul à la maison suite au départ de ses parents qui partent en vacances. Le but principal du jeu, c'est de réassembler une voiture, une Satsuma AMP pour être précis, en utilisant les différentes pièces présentes dans le garage ou en achetant certaines pièces chez des marchands. Pour se faire de l'argent et donc atteindre l'objectif, parce que pour réaliser cette voiture il faut acheter des pièces, donc avoir de l'argent, le joueur peut effectuer divers travaux ou services pour les PNJ pour arriver à acheter toutes ces pièces. L'objectif principal n'est pas facile à atteindre étant donné qu'on parle de montage complet avec énormément de petites pièces à assembler sur cette voiture. En plus de cela, le joueur devra garder un œil sur plusieurs jauges communes dans les jeux de survie, la nourriture, l'eau, la fatigue et même quelques-unes qui sont un petit peu plus particulières. Concernant le développement, My Summer Car est principalement développé par Johannes Rojola, mais ce dernier a obtenu l'aide de Karina Punka en ce qui concerne les musiques et les voix. Le jeu est en bêta fermée, milieu 2013, et c'est à cette époque que Johannes partage certaines fonctionnalités du jeu sur YouTube et Twitter. Le but du développeur a été de mettre en place une difficulté extrême dans un monde qui ne vous fait pas de cadeaux. Le but principal, donc remonter la voiture, s'avère être une tâche déjà très compliquée, mais en plus de cela, l'aspect de survie oblige le joueur à s'arrêter dans sa lancée pour subvenir aux besoins du personnage. Le jeu est rendu disponible en Early Access via Steam Greenlight le 24 octobre 2016. Quelques anecdotes sympathiques sur My Summer Car. Brendan Caldwell et Martin Robinson, deux critiques très connus de jeux vidéo travaillant respectivement pour Rock Paper Shotgun et Eurogamer, ont comparé la difficulté de My Summer Car à un autre jeu assez connu, Dark Souls. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, My Summer Car a aussi été très bien accueilli par la critique finlandaise. Il faut rappeler que le jeu est un cliché poussé à l'extrême du peuple finlandais où quasiment tous les PNJ apparaissent comme étant négligés et comparés à des ivrognes. En 2017, le jeu se voit attribuer le prix du meilleur jeu de 2016 décerné par la communauté finlandaise au niveau national. Ce n'est pas juste un prix d'ailleurs qui est décerné à My Summer Car, car le jeu est aussi entré dans le top 100 des jeux finlandais exposés au musée du jeu vidéo finlandais à Vapriki. Encore une fois un avis très subjectif, je n'ai jamais joué à My Summer Car mais j'ai pu regarder quelques gameplays qui étaient plutôt sympas. Nous arrivons à la fin de cette présentation et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Comme je l'ai dit, je suis parti sur une présentation un petit peu plus détaillée de chaque jeu, on passe sur un format plus pro on va dire et 100% scripté. Donc à vous de me dire si vous souhaitez qu'on revienne au format des 2 épisodes précédents ou si on reste plutôt sur celui-là. Avant de terminer cette vidéo, un énorme merci aux tipeurs qui me permettent de continuer à proposer du contenu gratuit sur YouTube et un remerciement tout particulier à MonsieurDev023. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la tuto UnityFR. Salut!